pour présenter notre intervenant, historien depuis 2002, qui a centré ses études autour de la laïcité. Il était spécialisé d'abord en histoire économique du 19e et 20e siècle. Il a caractérisé la voie française du capitalisme et approfondi la thématique de la crise de la société française des années 30, ainsi que les réponses structurelles apportées après la libération. Je reprends le texte de Wikipédia. Je cite mes sources, on ne le dit pas assez souvent. J'en étais, qui explique la forte croissance des 30 Glorieuses. Il a ensuite pris une certaine distance par rapport à l'école des Annales, en se tournant vers l'histoire politique et l'histoire culturelle. Après avoir longuement étudié les partis socialistes et communistes entre 1934 et 1947 et avoir commis de nombreuses recherches sur la Russie et l'URSS, qu'il a ensuite synthétisé en cherchant à cerner les rapports entre socialisme et démocratie. Depuis 2002, donc, il a centré ses études autour de la laïcité. Il enseignait l'histoire, il était membre du jury du CAPES d'histoire-géographie, puis jury de l'agrégation d'histoire. Il a critiqué le projet de la laïcité plurielle inspiré par le rapport Machelon, suivi par le président Nicolas Sarkozy. Je cite toujours le Wikipédia pour ceci. Ensuite, je vais faire un petit tour rapide de ses productions. Il a notamment été l'auteur de La Russie de Pierre Legrand à nos jours, chez Armand Collin en 2000. Un poète en politique, Les combats de Victor Hugo chez Flammarion, avec Henri Pénard-Ruiz en 2002, L'État chez lui, l'Église chez elle, ou Comment comprendre la loi de 1905, paru aux éditions du Seuil de 2005, et puis d'actualité, je pense d'ailleurs ces derniers jours. Mais il a commis aussi le 8 août dernier Jaurès et le réformisme révolutionnaire. C'était aux éditions Seuil, encore une fois. Donc revenons à notre intervenant, puis à ce sujet, l'idéal laïque de Jaurès. J'espère que c'est bon. Vous êtes reconnu dans ce portrait? Cela fait, disons, plusieurs fois qu'effectivement Wikipédia complète ma biographie. Je ne sais pas qui l'a fait. Je ne sais pas si ce sont des anciens étudiants à moi, mais c'est assez, disons, je dirais, honnête et représentatif. D'accord. Voilà, je me reconnais. Merci plein. Je vous remercie, même si c'est beaucoup plus louangeur que je ne le mérite. Bon, donc on vous laisse. Alors, chers amis, effectivement, je suis intervenu à l'histoire de la laïcité, mais c'est effectivement Henri Pénard-Ruiz qui m'a poussé à écrire sur la laïcité et en particulier sur l'histoire de la loi de 1905, car, il faut bien le dire, j'étais particulièrement mécontent de la façon dont un certain nombre d'historiens catholiques, René Raymond, Jean-Marie Mayer et d'autres, avaient rapporté la loi de séparation des églises de l'État, ce qui m'a amené en 2005 à publier, à partir de la lecture de nouvelles archives de la commission parlementaire, archives Vaticanes, cet ouvrage qui, il faut bien le dire, renouvelle sensiblement la question. Alors aujourd'hui, traitons de l'idéal laïque chez Jean Jaurès, car c'est à partir de ce travail sur la loi de 1905 que j'ai redécouvert Jaurès. Dans les années 80, avec Madeleine Rébériou, je me contentais de dire que Jaurès était un réformiste, mais devant mes étudiants, je disais, mais chez Jaurès, il y a aussi un certain nombre d'aspirations révolutionnaires. Peut-être que Jaurès n'arrive pas à résoudre ses propres contradictions. Ça, c'est la fin de mes cours des années 88. Et j'avais l'impression d'être fidèle à Madeleine Rébériou. Mais revenir au texte de Jean Jaurès, dans l'ordre chronologique de l'évolution de sa pensée, m'a permis, disons, de renouveler sensiblement, je dirais, mon regard personnel sur Jaurès. Alors, la question de l'idéal laïque de Jaurès est moins compliquée. Pourquoi? Parce que, le combat pour la laïcité de Jean Jaurès est un combat bien documenté et un des thèmes les plus constants et sur lequel Jaurès évolue le moins. De son premier discours comme député, le 21 octobre 1886, jusqu'à ses articles bimensuels qu'il publie à partir de 1905 dans la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, Jaurès agit et pense la laïcité, sans oublier bien sûr le rôle méconnu mais capital de Jaurès dans à la fois l'élaboration,
l'adoption et l'application de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Et je dirais que revenir aujourd'hui, en ces temps de confusion intellectuelle, à Jaurès, et en matière de laïcité en particulier, ça fait du bien. Sa conception de la laïcité peut se résumer en 3 assertions complémentaires. Première assertion. Dès son premier discours à la Chambre, donc le 21 octobre 1886, Jaurès déclare « La société française repose non plus sur l'idée religieuse transmise et discutable, mais sur l'idée naturelle de justice acceptée par tous. La laïcité est l'expression de ce principe de justice. » Et il développe en disant que la société française ne repose plus sur les devoirs envers Dieu, mais sur l'affirmation des droits de l'homme et du citoyen. Deuxième acception. 12 ans plus tard, lors de la distribution des prix au lycée de Castres, il développe le thème « Laïcité et démocratie sont synonymes ». Et il s'en explique. Dans aucun des actes de la vie civile, politique ou sociale, la démocratie ne fait intervenir légalement la question religieuse. La démocratie respecte et assure l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, mais elle ne fait d'aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale. Donc pas de philosophie officielle de l'État, pas, disons, non plus une laïcité conçue comme une option spirituelle. Mais il termine, c'est la 3e assertion, son très grand discours de janvier 1910, qui a été édité de multiples fois sous le terme « pour la laïque », il termine son discours en disant « Laïcité de l'enseignement et progrès social, ce sont 2 formules indivisibles, nous lutterons toujours pour les 2. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jaurès a tout au long de sa vie articulé les combats pour l'émancipation laïque, intellectuelle et sociale dans une dialectique des émancipations que je vais chercher à vous présenter. Je commence d'abord par poser la question liberté et égalité ou le principe de laïcité. Dans ce premier discours comme député, le Benjamin de la Chambre qu'est Jaurès affirme tout de go « J'accepte pleinement, sans réserve aucune, le principe qu'est la laïcité ». Et il est très conscient de l'enjeu qui se présente en 1886, disons, aux Républicains. 2 forces se disputent aujourd'hui les consciences. La tradition qui maintient les croyances religieuses et philosophiques, la critique aidée par la science qui s'attaque non seulement aux dogmes religieux, mais aussi au spiritualisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jaurès ne réduit pas la laïcité à la lutte contre le cléricalisme. Jaurès, en effet, disons, entend lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire contre la prétention des clergés à imposer leurs normes et leurs dogmes aux lois de la République et donc aux citoyens qui ne seraient pas croyants, qui seraient agnostiques ou athées. Mais Jaurès est né à la vie intellectuelle, non pas seulement par la critique, disons, de l'intégrisme catholique, rappelé spectaculairement par le pape Pie IX lors du célèbre, concile de Vatican, qui proclame, disons, que l'infaillibilité pontificale en matière de dogme et de mœurs. Il est critique aussi, à l'école normale supérieure, de ce spiritualisme, de cet idéalisme philosophique quasi officiel hérité depuis Victor Cousin. Et il est aussi critique de cette autre idéologie qui s'impose de plus en plus aux républicains, entre autres, à savoir le positivisme d'Auguste Comte. Donc, et je vais vous le démontrer, Jaurès définit dès son premier discours et ses premiers travaux la laïcité comme une dialectique de la liberté, de conscience et de l'égalité des droits. À preuve, après qu'il ait perdu son poste de député en 89,
et qu'il soit redevenu un universitaire rédigeant ses thèses. Eh bien, que dit-il dans sa thèse latine, sa seconde thèse rédigée en latin et soutenue en 1892? Il dit que et je cite, que dans l'histoire existe une certaine dialectique qui définit la liberté, non pas comme une absurde faculté de pouvoir choisir entre des contraires, non pas comme une hypothétique indépendance de chaque individu, mais, écoutez bien, comme la véritable base de l'égalité des hommes et de leur communion. La liberté comme base véritable de l'égalité. Et on pourrait dire, et réciproquement. Ça mérite approfondissement. Jaurès, en effet, comme Spinoza, pense, tout d'abord, que la liberté de conscience est la première des libertés. Celle qui reste à tout être humain, même quand il est privé de tous ses moyens d'agir et de tous ses droits. La liberté de penser, c'est la liberté du fort intérieur, la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est d'elle que découlent ses corollaires, aussi bien la liberté religieuse que la liberté de penser. Seulement Jaurès va plus loin. Jaurès estime, comme Rousseau, qu'il n'y a pas de liberté sans égalité des droits entre tous les êtres humains. L'homme n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut à sa guise. La liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc, par certains côtés, cette liberté doit reposer sur le respect de la liberté des autres. Pas de liberté, donc, sans égalité. Et pas d'égalité sans liberté. Mais Jaurès va encore plus loin, car il se pose une question nouvelle, justement dans sa thèse latine. Encore faut-il que l'égalité des droits soit possible. Et il se réfère explicitement à une formule du socialiste Louis Blanc de 1848, à savoir « celui-là seul est libre qui non seulement a le droit, mais également la faculté et le pouvoir d'agir ». Voilà pourquoi Jaurès, tout en se référant à Kant, Emmanuel Kant, et à sa conception, disons, du devoir et de la loi, va critiquer et dépasser Kant, dont il critique l'idéalisme ahistorique. Voilà pourquoi Jaurès affirme, avec Kant, certes, que l'homme est seulement libre quand la justice le façonne. Pour Jaurès, et je fais référence à un célèbre article de lui dans la Dépêche du 8 juin 1892, la morale laïque, indépendante de toute croyance religieuse préalable, est fondée sur la pure idée de devoir. La pure idée de devoir. Vous allez me dire, mais il retombe dans l'idéalisme, Jaurès. Mais non, parce qu'il développe l'idée que, certes, il n'y a qu'un autre être qui soit supérieur à l'homme, c'est l'homme lui-même, mais il ajoute aussitôt que, disons, le fondement de la laïcité et de la morale et de la justice, ce ne sont pas seulement des idées philosophiques, c'est que ces idées sont devenues des réalités historiques, sont devenues des principes conducteurs de l'humanité depuis quand ? Et depuis quand ? Eh bien, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Révolution de 1789. Voilà pourquoi, dans le même article, il ajoute « La Révolution, en affirmant les droits et les devoirs de l'homme, ne les a mis sous la surveillance et sous la sauvegarde d'aucun dogme. Elle n'a pas dit à l'homme « Que crois-tu » Elle lui a dit « Voilà ce que tu vaux et voilà ce que tu es. » Et depuis lors, c'est la seule conscience humaine, la liberté réglée par le devoir, qui est le fondement de l'ordre social tout entier. Donc, la justice, la liberté, le droit, l'égalité, la laïcité comme fondement de l'ordre social. Voilà pourquoi Jaurès, dans les années qui vont courir, va préciser ce qui est déjà un fond commun, disons, à la plupart des républicains, à Jules Ferry, à, disons, son principal collaborateur, Ferdinand Buisson, le futur président du Parti radical. Eh bien,
Jaurès va aller plus loin. Jaurès, en particulier quand il écrit son histoire de la Révolution française, son histoire socialiste de la Révolution française, va se livrer à la critique du concept de tolérance. Et même s'il emploie de temps en temps l'idée de la tolérance, il se réfère à la tolérance absolue, eh bien, il va faire, en particulier dans ce grand discours de janvier 1910 pour la laïque, une critique de la tolérance. Je cite. « Nous ne sommes pas le parti de la tolérance. C'est un mot que Mirabeau avait raison de dénoncer comme insuffisant, comme injurieux pour les doctrines des autres. Nous n'avons pas de la tolérance, mais nous avons, à l'égard de toutes les doctrines, le respect de la personnalité humaine et de l'esprit qui s'y développe. » Alors pourquoi cette critique de la tolérance? Et vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de médias, on assimile laïcité et tolérance. Et pour beaucoup d'hommes politiques, y compris de gauche, le mot tolérance est plus souvent appelé que le mot laïcité. Eh bien, Jaurès est très clair. La tolérance, et l'exemple bien sûr saute aux yeux, c'est l'édit de Nantes. La tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est une concession du roi à une partie de ses sujets. C'est un privilège spécifique. La tolérance, c'est l'octroi par l'État de libertés spécifiques à des communautés, à des minorités. C'est révocable, la tolérance. Les droits qu'accorde la tolérance. La tolérance, ça n'est pas la pleine reconnaissance de droits naturels, irrévocables et absolus, afférents à chaque être humain. C'est la laïcité qui garantit ces droits. Mais Jaurès va encore plus loin. Jaurès, en effet, va plus loin que Ferry, que Buisson, en luttant contre certaines prétentions des évêques de France en 1908. Jaurès n'assimile pas la laïcité et la neutralité. Certes, Ferdinand Buisson, l'ancien collaborateur de Jules Ferry et le président de la commission des 33 députés qui a élaboré la séparation des églises de l'État, avait résumé sa pensée et la définition de la laïcité et de la séparation en disant que l'État laïque, je cite, l'État laïque doit être neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. Jaurès aussi est pour cette formule. L'État doit être neutre à l'égard de tous les cultes et de toutes les religions. On y précisera tout à l'heure comment. Mais ça ne veut pas dire, comme le prétendent, disons, les évêques de France, que l'État n'a aucun principe à garantir et à assurer. L'État, dit Jaurès, doit défendre et garantir en permanence les principes qui le fondent, à savoir, la République doit garantir et assurer les principes qui le fondent, à savoir les droits de l'homme et du citoyen. Aussi, quand les évêques se mettent à critiquer fondamentalement les manuels scolaires, disons, et les programmes scolaires en 1908, Jaurès leur réplique très vigoureusement. La plus perfide manœuvre du parti clérical, des ennemis de l'école laïque, c'est de la rappeler à ce qu'ils appellent la neutralité et de la condamner, de condamner donc la République, à ne pas avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale. Et c'est là que Jaurès emploie sa formule terrible. Il n'y a que le néant qui soit neutre. Et oui, la neutralité n'a aucun sens quand il s'agit d'assurer la liberté de conscience et l'égalité de droit. La neutralité n'a aucun sens quand il s'agit de faire reculer l'arbitraire au nom du droit et l'ignorance au nom du savoir. Là où les croyances divisent, là où le savoir réunit, eh bien, la laïcité garantit le respect mutuel. Voilà pourquoi la laïcité, pour Jaurès, n'est ni une philosophie particulière, ni une idéologie d'État, encore moins une religion civile. Elle est l'affirmation, elle est la condition de l'affirmation et de la mise en œuvre de principes des droits de l'homme et du citoyen, liberté de conscience, égalité des droits, respect mutuel, qui permettent
disons, de définir, à partir de ces principes, le régime de la laïcité. Et Jaurès, jusqu'à la fin de sa vie, espérait que sur la base de ce principe de laïcité, il y aurait tôt ou tard unanimité des citoyens. Je cite un de ces grands textes où, en 1904, en plein conflit aigu entre le Vatican et la République, il disait ceci: « Ainsi se dissiperont les préjugés, ainsi s'apaiseront les fantasmes, ainsi viendra le jour où tous les citoyens, quelle que soit leur conception du monde, catholiques, protestants, libres penseurs, il n'a pas ajouté agnostique ou athée, mais enfin, on peut imaginer qu'il pouvait le penser, reconnaîtront le principe supérieur de la laïcité. » J'ai donc défini la façon dont Jaurès fonde et précise ce principe de laïcité. Abordons maintenant concrètement comment il définit le régime de laïcité scolaire. Alors bien sûr, peut-être certains ont déjà lu des articles que j'ai écrits sur la question, mais peu importe. Dès le 21 octobre 1886, premier discours à propos de la laïcisation du personnel des personnels enseignants préparé par Goblet, Jaurès, disons, réaffirme que l'école de la République a pour objectif majeur celui-ci: assurer l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, mais l'école publique ne fait d'aucun dogme la règle de fonctionnement de la vie sociale. En matière d'enseignement philosophique et moral, l'État ne peut opposer son enseignement à la diversité de tous les esprits et de tous les milieux. Donc, confirmation, pas de philosophie d'État, pas de dogme non plus ecclésiastique à la place. La laïcité scolaire repose donc sur l'éveil de tous les élèves à la liberté de conscience. Mais attention, toutes les expressions de croyance et de conviction sont respectables. Mais attention, Jaurès fait une distinction. Le respect fondamental, il est dû aux croyants, aux convaincus, aux personnes. Mais les croyances, les conceptions du monde, eh bien, elles doivent être soumises à la liberté critique. Et ça, sur ce terrain-là, Jaurès ne fait aucune concession. L'école laïque doit en effet susciter chez les enfants l'aspiration à la liberté par l'exercice de la raison et avec l'appui de la science. Ce n'est pas pour diffuser une autre doctrine, un nouveau dogme que l'on instruit les enfants. Pas question de leur développer un catéchisme moral sous forme de morale laïque. La laïcité repose sur la liberté de conscience et donc elle s'oppose à toute philosophie officielle, y compris, disons, une philosophie laïque. Comme Condorcet, Jaurès réaffirme que la mission première de l'instruction est d'apprendre aux élèves à distinguer, disons, la croyance et la science, l'opinion et le savoir, la foi et la raison. Et, je cite Jaurès, « L'enseignement public ne doit faire appel qu'à la seule raison, et toute doctrine qui ne se réclame pas de la seule raison s'exclut d'elle-même de l'enseignement. » Jaurès revient ensuite constamment sur ce thème. Et par exemple, lors de la distribution des prix du 30 juillet au lycée de Castres, il n'hésite pas à formuler la fameuse déclaration, à savoir que dans l'œuvre disons, d'éducation où la conscience s'éveille, où la raison s'affirme peu à peu, l'institution laïque, libre de toute entrave, doit susciter chez les jeunes enfants non pas un dogme nouveau, non pas une doctrine nouvelle, mais l'exigence même de la science et de la vérité. On ferait mieux de rappeler cela, disons, à nos ministres. Mais Jaurès ne se contente pas de reprendre ces propos de Condorcet. Jaurès développe une idée qui lui est chère et qui est neuve par beaucoup de côtés. Quand il dit, toujours en 1886,
voyez, c'est une idée précoce chez lui, que l'école ne continue pas la vie de famille. L'école ne continue pas la vie de famille, car elle inaugure et prépare la vie des sociétés. Jaurès affirme de manière particulièrement originale les droits de l'enfance et les devoirs de l'État enseignant par rapport à l'enfance. En affirmant les droits de l'enfance, Jaurès s'inscrit dans la lignée de Proudhon, mais surtout de Victor Hugo, qui affirmait que la finalité de l'éducation de l'enfant était de lui apprendre à s'émanciper de ses 3 maîtres. Premier maître, le père de famille. Deuxième maître, le prêtre. Troisième maître, le maître d'école. Lui-même. Puisque le maître d'école doit apprendre à penser et donc à faire devenir chez l'enfant la liberté. Jaurès affirme également le devoir de l'État enseignant. Le 4 octobre 1904, en plein débat sur la loi qui va interdire d'enseignement les congréganistes, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, Jaurès déclare ceci. La démocratie a le devoir d'éduquer l'enfance, et l'enfance a le droit d'être éduquée selon les principes mêmes qui assureront demain la liberté de l'homme. Il n'appartient à personne, ni particulier, ni famille, ni congrégation, de s'interposer entre le devoir de la nation et les droits de l'enfance. Sur ce plan-là, Jaurès est en conflit, en contradiction avec nombre de républicains, et en particulier avec Clémenceau, et nombre de radicaux aussi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un comme Clémenceau et nombre de républicains disent que, au nom de la liberté d'enseignement, il faut respecter les droits des pères de famille, que les pères de famille ont le droit de contrôler les contenus d'enseignement, des programmes. Eh bien, Jaurès leur répond non. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer entre, disons, l'instruction publique et l'éducation. En particulier après l'affaire Dreyfus, Jaurès affirme avec plus de force que jamais que la véritable école libre, c'est l'école laïque de la République. La séparation de l'école publique et de l'Église catholique est pour lui la condition de la véritable liberté de l'enseignement. Il est scandaleux, dit-il, que des écoles confessionnelles prétendent, au nom de la liberté d'enseignement, d'inculquer à des enfants, et en particulier à des filles, disons, leur dogme, leur conception de la morale et de la religion, parce que finalement, elles réduisent la notion d'instruction et elles réduisent l'enseignement de la raison soumise à la foi. La foi religieuse n'engage que les croyants. La véritable école libre, c'est donc l'école laïque. Je vais faire un petit développement sur un aspect méconnu de la pensée de Jaurès, qui est passé à la trappe comme par hasard. Jaurès a tout le temps été le champion, surtout entre 1902 et 1904, de la réunification d'un système, disons, d'un service public national d'enseignement. Jaurès a estimé qu'il fallait que non seulement interdire d'enseignement les congréganistes, mais qu'il fallait intégrer les anciennes écoles chrétiennes dans un système d'enseignement public laïque, et qu'il fallait laïciser tout le personnel enseignant. Son projet de service public national de l'enseignement, qu'il expose entre 1902 et 1904, reçoit le soutien du Grand Orient de France, d'une partie des radicaux et des socialistes, mais est aussitôt dénoncé, et en particulier dénoncé par Clémenceau, comme un projet collectiviste, comme un projet qui est attentatoire aux libertés, à la liberté de l'enseignement. Et donc, en dernière instance, en 1904, la majorité de la Ligue de l'enseignement et la majorité des radicaux, derrière Ferdinand Buisson lui-même, font échouer ce projet de Jaurès qui aurait pu mettre fin au dualisme scolaire et abroger la loi Fallou de 1850. Et c'est cet échec de 1904 qui a préparé la loi Debré et le maintien
et, disons, du dualisme scolaire aggravé aujourd'hui par les lois Carle, etc., etc. Mais Jaurès n'accepte jamais que ce dualisme scolaire, disons, soit abandonné. Il n'a jamais renoncé, contrairement à ce qui a été dit, à ce service public national laïque. À preuve, dans son grand discours de 1910, et encore, le 16 novembre 1913, il développe cette idée. Le vrai moyen de combattre les écoles cléricales, c'est de développer, c'est de mieux aménager les écoles publiques, c'est de leur donner un nombre suffisant de maîtres pour que l'enseignement y soit partout efficace et pour que toutes les œuvres périscolaires puissent être renforcées et étendues. Seulement, Jaurès s'est posé la question. Bon, j'ai été mis en minorité sur la question du service public national laïque. Mais c'est pas pour autant que je dois baisser les bras. Donc, sans attendre, Jaurès développe l'idée qu'il faut que l'école publique joue un rôle social émancipateur. Dès 1888, oui, c'est une idée qui vient de loin. Dès 1888, il disait ceci. Il précisait qu'il fallait donner aux enfants du peuple un enseignement aussi complet, aussi plein que celui qui était donné aux enfants de la bourgeoisie. Alors, bien sûr, il faisait la précision. Je ne réclame pas pour eux la même culture, sous la même forme. Mais je ne sais pas en vertu de quels préjugés nous leur réserverions, nous leur refuserions, une culture équivalente. Alors, bien sûr, pas besoin de donner un apprentissage des humanités, du latin et du grec à tous les enfants du peuple, mais leur donner le même contenu, la même qualité d'enseignement. Pourquoi ? Et là, écoutez bien, il faut que les enfants du peuple soient mis en état de saisir rapidement les grands traits du mécanisme économique et politique de notre société d'aujourd'hui. Jaurès, en effet, n'a pas demandé aux instituteurs d'être des prédicateurs du socialisme. Il pensait que cette idée, de faire des instituteurs, des militants socialistes ou libre-penseurs, c'était contraire à la laïcité. Mais qu'est-ce qu'il demande ? Il dit aux instituteurs, vous devez initier les enfants à la compréhension du monde réel qui les entoure. Vous devez leur apprendre pas seulement un certain nombre de fondements, disons, du savoir, mais vous devez leur donner un enseignement plein et complet en matière d'économie, de société. Donc, vous devez leur apprendre ce qu'est la lutte pour les droits, pour l'égalité, pour la liberté. Vous devez leur apprendre cela parce que vous devez les préparer à la vie qui est la grande institutrice. Et Jaurès allait encore plus loin, parce que il affirme en 1909, et il a fait avancer l'idée qu'il fallait un enseignement moderne. Un enseignement moderne, pas, il précise bien, pas une simple formation professionnelle. Pas une simple formation professionnelle. Un enseignement moderne fondé sur l'histoire, l'économie, la société, la vie. Il pensait à la vie des sciences naturelles. Il précise, je le cite, la nécessité, souligne la nécessité dans l'éducation de l'ouvrier dès l'école primaire, d'une culture générale, d'un ensemble de connaissances qui dépasse non pas son ambition de producteur, mais sa spécificité de métier. Pas d'enseignement professionnel étroit, un véritable enseignement qui doit préparer le futur producteur à être un citoyen pleinement responsable et capable de gérer l'économie de la future société socialiste. Voilà pourquoi Jaurès, disait, c'est un de ses derniers discours, que le but final de l'école, c'était, écoutez bien la formule, se perfectionner sans cesse soi-même, accroître sa valeur technique et humaine, cultiver sa puissance de travail, sa puissance de pensée, sa puissance d'affection, prétendre vigoureusement au bonheur et chercher
en même temps un ordre où toutes les activités puissent se développer comme les siennes. C'est cela qui sera l'idéal de l'homme nouveau. Voyez-vous, l'idéal de l'homme nouveau. Jaurès y a pensé. Seulement, il y a une condition préalable. C'est de laïciser l'État, qui n'est pas totalement laïcisé. Et toujours au niveau du régime de la laïcité, eh bien, Jaurès estime qu'il faut faire le plus vite possible appliquer la séparation des églises et de l'État. Vous savez, la séparation des églises et de l'État était un des grands articles du programme des Républicains depuis 1869, depuis Gambetta. Mais après la conquête de tous les pouvoirs en 1880 par les Républicains avec Gambetta et Jules Ferry, eh bien ceux-ci ont ajourné la question de la séparation parce que, disait-il, il ne fallait pas aggraver le conflit entre les deux France, la France catholique et la France républicaine. Et il fallait peut-être préparer la républicanisation des esprits en développant par les écoles laïques publiques, disons, une nouvelle génération à cela. En tout cas, Gambetta et Jules Ferry ont admis de maintenir le concordat napoléonien de 1801. Et bien que le pape, Léon XIII ait demandé à partir de 1890 aux catholiques français de se rallier à la République, l'affaire Dreyfus a bien montré que l'immense majorité du clergé et des catholiques, disons, étaient restés fidèles à la doctrine de Pie IX, qui, en proclamant en 1866 qu'il y avait 80 erreurs qui condamnaient le monde moderne, eh bien, l'erreur numéro 50, c'était l'idée que on puisse séparer l'Église et l'État. Bon, eh bien, donc, Jaurès va vouloir tirer toutes les leçons de l'affaire Dreyfus. Et face au triple danger nationaliste, clérical et antisémite, il va devenir, surtout à partir de 1902, le champion de la défense de la République, en estimant que, avec la victoire électorale du bloc des gauches en 1902, la question de la séparation doit être mise à l'ordre du jour, je cite sa formule, comme le terme logique de l'œuvre de laïcité. Alors je pourrais multiplier les citations comme celles que je vous ai données du discours de distribution des prix de 1904 à Castres pour démontrer que laïcité et démocratie sont synonymes. Bon, je pourrais les multiplier, je préfère ne pas le faire pour peut-être gagner du temps. Mais Jaurès développe l'idée que la démocratie est foncièrement laïque. Laïque, disons, dans son essence comme dans ses formes, dans son principe comme dans sa législation. Et il dit que cette laïcité de l'État républicain n'entrave en rien les libertés, disons, des croyants, mais qu'elle n'a pas le droit de leur donner des privilèges. Par exemple, si les hommes veulent compléter par des sacrements, par des cérémonies, par des rites religieux, tous les actes civils, mariage, enterrement, etc., ils en ont la possibilité. Il faut passer à la mairie avant d'aller à l'église pour un mariage. Bon. Si les chefs de famille veulent donner une éducation religieuse à leurs enfants, eh bien le jeudi a été prévu pour cela. Nul, disons, n'est brimé dans l'exercice de ces croyances religieuses. Donc, mais c'est sur des bases laïques, affirme Jaurès, que la démocratie doit organiser toute sa législation, toutes ses institutions publiques. Et cela, disons, sans considération des opinions religieuses ou philosophiques des citoyens. La République ne connaît pas des croyants ou des incroyants, la République ne connaît que des citoyens. Et des citoyennes. Je signale nos parents saintes que Jaurès était pour le droit des votes des femmes. Bon. Jaurès, on ne sait pas assez, a été le stratège de la loi de séparation. C'est lui qui demande à son ami Francis de Pressensé, député socialiste du Rhône et président de la Ligue des droits de l'homme, de mettre au point la proposition de loi déposée à la Chambre le 7 mars 1903 qui va provoquer
la réunion d'une commission de 33 députés chargée de préparer une loi de séparation radicale. C'est lui aussi qui va pousser 7 socialistes à rentrer dans cette commission. Alors, c'est intéressant, c'est lui qui pousse bien sûr Aristide Briand, mais il fait encadrer Briand par Gabriel Deville. Gabriel Deville, c'est un député de Paris, historien, entre autres de la Révolution française, et collaborateur de Jaurès pour l'histoire socialiste. Et Deville va jouer un rôle capital de conseiller et de précision dans cette élaboration. C'est lui qui, et Deville va être le secrétaire de cette commission. Alors bien sûr, la commission est présidée par Ferdinand Buisson, qui entre parenthèses, disons, ne joue pas un très grand rôle. Donc, voyez-vous, la loi est préparée par 18 mois de réunions au rythme de 2 à 3 par semaine, où, au départ, il y a 16 pour, 16 contre, et un qui ne sait pas, et à la fin, quand le projet est déposé sur le bureau de l'Assemblée le 4 juillet 1904, eh bien, la majorité est de 24 contre 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principaux arbitrages ont été acquis en commission, on est en régime parlementaire, et que la proposition de loi, disons, est parfaitement la mouture qui va plus ou moins ensuite être adoptée. Donc, et qui est-ce qui garantit la légalité et la constitutionnalité de cette proposition de loi? C'est le conseiller d'État Grudebon-Balin, qui est un ami personnel de Jaurès. Donc, voyez-vous, si Jaurès n'a pas été dans cette commission, il a constamment cornaqué cette commission. Et, tenez-vous bien, le 1er juin 1904, alors que la proposition n'est pas déposée sur le bureau de l'Assemblée, alors que la rupture entre le Vatican et la République n'est pas encore acquise, et que le concordat n'est pas encore dénoncé, eh bien Jaurès, dans la dépêche de Toulouse, définit quel va être l'esprit de la séparation dès le 1er juin 1904, 1 an et demi avant que la loi soit adoptée. Ce n'est pas par un coup de tête que nous voulons briser un régime suranné. C'est par un large et calme débat où nous discuterons avec tous les républicains, avec l'opposition elle-même, les conditions les meilleures du régime nouveau. Nous voudrions que la séparation des églises de l'État n'apparaisse pas comme la victoire d'un groupe sur d'autres groupes, mais comme l'œuvre commune de tous les républicains, conforme aux droits de l'État laïque, mais aussi acceptable par les catholiques. Et le 15 août, il ajoute, pour rassurer les catholiques, 15 août, fête de l'Ascension de la Vierge, il ajoute, pour rassurer les catholiques, en leur disant qu'ils n'ont rien à perdre à la séparation de l'Église et de l'État et qu'ils ont même à gagner des libertés qu'ils n'ont jamais eues, même sous l'Ancien Régime et encore moins sous le Concordat. Donc, voyez-vous, il leur dit cela. Pourquoi? Parce que les groupes de l'extrême gauche sont résolus à faire aux modérés toutes les concessions qui n'attenteront pas au principe de laïcité. Donc, Jaurès fait le pari qu'il y aura unité sur les principes de laïcité entre, disons, l'extrême gauche anti-religieuse et puis les républicains modérés laïques. Jaurès a été également, vous le savez, ça c'est mieux connu, le tacticien du débat parlementaire. En particulier pour dissiper les craintes des évêques de France de voir la hiérarchie de l'Église contestée par des catholiques laïcs qui pourraient prendre le pouvoir dans ces futures associations cultuelles. Jaurès et de Pressensé ont élaboré un amendement à l'article 4. Un amendement qui dit ceci. Les biens des anciens établissements ecclésiastiques seront attribués aux associations cultuelles conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Comment est-ce que Jaurès peut justifier cet amendement? L'État, dit-il, n'a pas à fixer un statut type d'association cultuelle. L'État n'a pas
à modifier les règles d'organisation des diverses églises. L'État n'a pas à démocratiser l'Église catholique malgré elle. C'est l'affaire des seuls catholiques, s'ils veulent accepter d'être dans une institution qui relève de la monarchie absolue de droit divin. C'est leur problème, c'est pas nous qui allons intervenir. Mais, ce faisant, parce que je reste un fin tacticien, une fois cet amendement adopté, l'article 4 est adopté par, disons, 482 voix contre 52. Jaurès peut s'exclamer, et on n'a pas compris cette formule, la séparation est faite. Et oui, cet article fondamental a été voté par une partie importante de la droite catholique, des républicains les plus modérés. Ils sont piégés. Alors il n'allait pas dire ils sont piégés, mais c'est ça que ça veut dire. Et alors bien sûr, il va y avoir une levée de bouclier contre cet article faisant trop de concessions à l'Église catholique, et finalement le débat parlementaire va durer à plus d'un mois, et la loi ne sera adoptée que à la Chambre des députés que le 3 juillet 1905 par 341 députés seulement. Il y aura à peu près 70 députés qui basculeront dans l'opposition. Mais Jaurès a réussi son pari. Ces 341 députés comprennent la cinquantaine de députés qui étaient plus anti-religieux que anticléricaux et qui voulaient faire comme Allard et Hubbard, disons, guerre à la religion. Jaurès fait adopter par la majorité des socialistes et des radicaux et radicaux-socialistes qui sont laïcs, anticléricaux, ce principe de la séparation, mais il fait aussi adopter, au nom du respect de la liberté de conscience et de la liberté de religion, cela aux anciens radicaux concordataires, comme lui-même, qui pensaient que, en maintenant le concordat et en refusant la séparation, l'État allait garder un pouvoir de contrôle de l'Église. Et il y a même 4 députés plus ou moins nationalistes de droite qui ont voté la loi de séparation. Donc, tactiquement, Jaurès peut se féliciter en disant que la loi est une loi de libération et d'apaisement, une loi de double émancipation. Alors, il faut bien préciser, parce qu'en général, aujourd'hui, la plupart des commentateurs ne voient que, au nom de la neutralité de l'État, ils ne voient qu'un aspect. Double émancipation. Émancipation de l'État, qui n'a plus à, disons, fournir les budgets des cultes, qui n'a plus à vouloir contrôler et intervenir des affaires intérieures des églises, sauf bien sûr en Alsace-Moselle. Mais émancipation aussi des églises. Émancipation des églises, qui auront toute liberté de s'organiser dans le respect de l'ordre public. Liberté qu'elle n'avait pas sous le régime concordataire, et encore moins sous l'Ancien Régime. À une seule condition, à ce que les églises reconnaissent qu'elles ne peuvent pas prétendre imposer leurs dogmes et leurs normes par la loi. La loi est déterminée par les représentants de la nation, mais pas, disons, les lois ne doivent pas être appliquées, alignées sur les dogmes et les normes religieuses. Je vais, disons, ne pas développer un point, à savoir de quelle manière Jaurès a sauvé l'application de la loi, parce qu'elle était fortement compromise après le double refus de l'Église, du Vatican. Dans les archives vaticaines, on découvre, et on a confirmation, que l'épiscopat français était prêt à accepter la loi de séparation à titre expérimental. Mais que c'est le Vatican qui a empêché que l'Assemblée, disons, du clergé de France, qui se réunissait pour la première fois, c'est le Vatican qui a empêché que cette loi soit expérimentée pour éviter, je cite, la propagation de l'exemple de liberté de la France à toute la chrétienté. En tout cas, et je vais terminer là-dessus, cette conception de la laïcité que Jaurès a fait rentrer, y compris dans le régime de la laïcité, est-elle émancipatrice? Peut-on parler d'une spiritualité laïque ou d'une émancipation laïque? Vous savez, Jaurès n'a jamais fait profession d'athéisme, puisqu'il n'hésitait pas à dire qu'il n'était pas de ceux que le mot Dieu effrayait,
En fait, Jaurès est un métaphysicien de l'unité de l'être. On n'a pas assez réfléchi à cette philosophie-là. Jaurès est un moniste en philosophie et un dialecticien. Jaurès refuse toutes les philosophies qui font la séparation entre l'âme et le corps, l'esprit, la matière, la sensation et la pensée, entre l'univers infini et Dieu. Et quand on interroge Jaurès sur ce qu'est son Dieu, alors c'est très amusant parce que le Dieu, c'est parfois la nature, c'est parfois la vie, c'est parfois l'humanité. Bon, c'est un principe de vie. Bon. Donc, peut-être un panthéisme, un panenthéisme, disent ceux qui veulent le raffiner. Toujours est-il que Jaurès est affranchi de toute croyance religieuse dès la fin de son adolescence, mais qui s'interroge en 1891, à titre privé, dans un document qu'il n'a jamais publié, sur à la fois les rapports entre sa espérance qu'est le socialisme et son ancienne croyance chrétienne. Il s'interroge. Il part de l'idée, le problème religieux est le plus grand problème de notre temps, de tous les temps. Eh oui, depuis l'histoire de l'humanité, l'humanité s'est interrogée sur les problèmes du mystère de la vie et du monde. Mais Jaurès aussitôt corrige. Quoique divine que soit pour le croyant la religion qu'il professe, c'est dans la société naturelle et humaine qu'il évolue. Jaurès, dans ces conditions, s'interroge. Je n'ai pas le temps de vous développer ici, c'est pas le lieu. Je refuse la formule de révolution religieuse. Certains disent aujourd'hui encore, en particulier Vincent Payon, que Jaurès a développé la religion du socialisme, que le but du socialisme, c'était une révolution religieuse. C'est archi faux. À partir de 1892, la formule ne revient plus sur la plume de Jaurès, alors qu'elle a été employée encore, disons, en 1891. Et pourquoi cela? Parce que Jaurès a su, en 1892, faire la différence entre ce qui est privé et ce qui est public. Il écrit ceci. Nous pouvons, comme philosophes, proposer telle ou telle conception du monde. Mais, comme socialistes, nous n'avons pas le droit de tracer d'avance au peuple la formule où il apprisonnera sa pensée. Jaurès, voyez-vous, fondamentalement, ne conçoit pas la laïcité ni comme un dogme, ni comme une philosophie, ni comme, une idéologie anti-religieuse. Voilà pourquoi, alors qu'il a un jugement particulièrement sévère à l'égard du christianisme, alors qu'il écrivait en 1891 ceci, à savoir que le christianisme traditionnel se meurt philosophiquement, scientifiquement et politiquement, alors qu'il n'hésite pas à dire que le christianisme dans la société actuelle n'est qu'une organisation théocratique au service de l'inégalité sociale et, qu'il s'agit avant tout de renverser. Il écrivait ça à titre privé en 1891 dans son texte qu'il n'a jamais publié de son vivant. Eh bien, Jaurès s'interroge malgré tout ultérieurement. Est-ce que l'Église peut évoluer? Et Jaurès s'interroge en particulier après la séparation de l'Église et de l'État et ce refus, cette obstruction du Vatican. Jaurès est au courant de tous les travaux, de théologiens, en particulier comme Alfred Loisy, le premier grand exégète, des textes bibliques, et que le Vatican va condamner. C'est lui, Loisy, qui avait annoncé, qui avait résumé sa pensée par cette formule suivante. Le Christ avait annoncé le message, mais c'est l'Église qui est survenue. Une Église traître, bien sûr, trahissant le message du Christ. Eh bien, Jaurès, à la fin de ce grand discours du 6 novembre 1906 à la Chambre, interpelle l'Église. Et plusieurs fois, il lui dit « Église, je t'attends. Je t'attends. Le monde marche et toi, tu es bloqué. Et moi, je vous le dis, quoi que vous fassiez, ou vous périrez, ou vous ferez à la science, à la démocratie, à la liberté, de nouvelles et fortes concessions. » Jaurès estime que toutes les religions devront évoluer.
sous l'effet de 3 facteurs. L'Église catholique sera obligée d'évoluer, comme les autres, sous le triple effet. Premièrement, du mouvement général de sécularisation des sociétés et des mentalités modernes. Deuxièmement, à cause des conflits qui vont aller croissant entre les religieux laïcs et les clergés. Et troisièmement, avec le développement de l'exégèse des théologiens. Voilà pourquoi, pour Jaurès, les intégrismes religieux, tôt ou tard, doivent, disons, reculer et disparaître. Jaurès fait le pari suivant. Toute religion devra accepter la laïcité. Toute religion devra accepter la liberté de conscience et l'égal respect des convictions. Mais aucune religion ne porte en elle-même la laïcité. Quelle que soit la diversité des croyants et des incroyants, ils sont égaux en droit. Et pas plus le christianisme que l'athéisme n'ont droit à des privilèges. En conséquence, la laïcité est fondamentalement la condition d'expression de toutes les spiritualités, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou simplement morales. Donc, par définition, la laïcité, c'est le plus grand commun communicateur, c'est la base même de toute émancipation. Jaurès, voyez-vous, et je vais terminer par cette formule, ne cesse d'affirmer et d'articuler que les principes de liberté, d'égalité, de laïcité, de démocratie et de socialisme sont intimement liés dialectiquement. Il ne le fait pas de manière abstraite, il le fait tout le temps de manière concrète. Pour Jaurès, l'émancipation laïque repose donc sur le renversement fondamental, la révolution copernicienne, pourrait-on dire, de substitution du primat des devoirs envers Dieu, renversé au profit du primat des devoirs, des droits de l'homme et des devoirs de l'humanité. Et il va même peut-être plus loin. Le 5 octobre 1913, vous voyez, c'est un texte très tardif, Jaurès, commentant Diderot, dit ceci. Diderot disait « élargissez Dieu », au sens de « élargir, libérer Dieu », mais aussi peut-être ayez une vision plus large de votre Dieu que votre Dieu de chrétien. Eh bien, Jaurès répond ceci. Diderot disait « élargissez Dieu », il est temps de dire « élargissez l'humanité ». Merci à Jean-Paul Scott. Alors, si vous avez des questions, ici, vous les gardez pour l'instant peut-être. Après, vous avez possibilité donc de prendre ces papiers sur lesquels vous pourrez, voilà.